Bai, arratsalde on deneri. Mile esker beraz numbre handian jinik Lurramako lehen eguneko bigarren mintzaldirat. Beraz, plazer bat da guretako Filip Pointero beraz gazaitaren rezibitzea, berak dauku mintzaldi hau emanen. Eta bikote bezala proposatu dakogu Dominik Konxinab eta Jitiare bai. Eta biek daukute beraz gaia jorratuko, hau da bioaniztasuna eta laborantza motaren artean. Donc, bienvenue à ce public, un grand public, on va dire, pour cette deuxième séance de réflexion, on va dire, sur le thème de la biodiversité, avec d'une part Philippe Pointero, qui est donc le parrain de l'Ourama 2017, qui sera accompagné par Dominique Konchinab, et qui vont nous traiter la question de la biodiversité, le type d'agriculture. Voilà, ces deux aspects sont quand même très très liés. Voilà, donc Philippe va se présenter. Lui, il va avoir un point de vue un petit peu global. Il va prendre de la hauteur. Voilà, je ne sais pas jusqu'où il va monter. Et Dominique aura une hauteur différente, puisqu'il a beaucoup travaillé notamment sur l'Aro, qui est l'une des communes les plus hautes du Pays Basque. Et donc, il y aura un peu un tandem entre des choses un peu globales et des choses très locales. Et ensuite, évidemment, on laissera du temps pour la discussion avec la salle. Alors Philippe commence et Dominique continuera. Merci Kerr. Merci pour l'invitation à nouveau au Pays Basque. C'est pas la première fois que je viens. La dernière fois, j'étais venu il y a 2 ans pour présenter notre scénario de transition agricole-alimentaire after 2050. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la biodiversité. Alors moi, je travaille à une association qui s'appelle Solagro, qui a été créée en 1981 à Toulouse. Historiquement, pour travailler sur le développement des énergies renouvelables en agriculture. On a construit les premiers séchoirs solaires de fourrage en France. Bon, il y en a à peu près 400 maintenant dans toute la France. C'est remonté à peu près dans toutes les régions, notamment chez les producteurs de fromage et les producteurs bio. Voilà, donc on travaille toujours sur les énergies renouvelables, aussi sur le biogaz, et puis toutes les questions agriculture, environnement, quoi. Voilà. Bon, la biodiversité, moi, personnellement, ça me tient à cœur parce que, d'abord, je suis naturaliste de cœur, donc les espèces, la diversité, la nature, ça me parle beaucoup. Et quelque part, j'ai pas envie que ça disparaisse, et l'agriculture non plus. Et voilà, et donc si on peut marier les deux, c'est une bonne chose. Et dans l'évolution qu'on a eue à Solagro plus récemment, depuis 5 ans, on s'est mis à travailler aussi sur les questions d'alimentation. À la fois parce qu'on a travaillé sur un scénario de transition agricole et alimentaire, et on s'est aperçu que la transition se fera par l'assiette, par la gastronomie, par l'alimentation. Et puis on a eu la chance de travailler avec l'INSERM sur un projet qui s'appelle Bionutrinet, donc sur la relation alimentation biologique et santé, puisqu'ils ont une cohorte de 30 000 personnes où ils ont pu... qui ont déclaré leur alimentation, bio ou pas bio, et qu'on a pu comme ça évaluer en termes de santé, en termes environnementaux. Donc là, le programme est presque fini, on a les résultats. Voilà, donc là, le conseil, je vais vous le dire à la conclusion, c'est aller vers des régimes plus végétaux et bio. Voilà, là, vous allez gagner sur tous les tableaux. Ça veut dire que si on remonte à l'alimentation, il faut aussi une alimentation globalement à terme plus végétale et plus biologique. Voilà. Alors, la biodiversité, c'est très large, donc je vais essayer d'aborder quelques aspects. C'est vrai qu'il y avait la conférence juste avant, là, je pense que certains de vous y ont assisté, animée par Guy Kassler, sur tout ce qui traitait des semences paysannes et des races rustiques. Je pense que c'était très riche et ça fait vraiment partie de tout ce qu'il faut mener. Ce que je voudrais ajouter aussi en introduction, c'est que je pense que les paysans, nous on s'est aperçu qu'il y a d'énormes savoir et savoir-faire chez les paysans. Et donc ça, faut le faire connaître parce qu'il faut accélérer cette connaissance pour accélérer la transition, parce qu'il faut quand même aller vite aujourd'hui. Il faut que ça se développe encore plus vite. Et à la fois, je pense que la recherche aussi, il y a plusieurs types de recherche, mais nous on travaille aussi avec des chercheurs et on s'aperçoit aussi que la recherche quand même amène des choses intéressantes, notamment sur l'agroécologie.
que les agriculteurs peuvent utiliser. On verra quelques exemples, quoi. Alors justement, sur ce premier jeu d'images, il y avait justement à droite ce qui est, j'espère, continuera de se développer en France, qui sont les cultures associées. Donc là, vous avez du pois et du blé. Ça, c'est pris dans les Hautes-Pyrénées. Alors historiquement, on ne le triait pas et c'était donné directement aux animaux comme alimentation. On avait comme ça à la fois des protéines et de l'énergie. Donc on avait un mélange intéressant. Mais maintenant, les chercheurs ont montré qu'on travaille à bas niveau d'intrants, c'est-à-dire quasiment sans azote chimique. Ces associations sont extrêmement performantes et sont beaucoup plus performantes que de cultiver d'un côté le blé et de l'autre côté le pois, quoi. Les associer ensemble, ça produit plus, quoi. Et donc là, actuellement, il y a tout un tas de travaux pour voir quel mélange faire, quelle quantité de graines, comment doser le mélange, et aussi tout le travail du tri, puisqu'après, ça pose la question du tri, qui est pas des moindres. Voilà. Et donc ça, c'est des choses qui avancent, et il y a des coopératives, des agriculteurs qui commencent à développer ça. Voilà. Après, vous avez la vigne. On en a parlé à table avec les producteurs d'Irouléguy, puisqu'ils enherbent beaucoup leur vigne ici. Dans le vignoble, vous avez entendu parler beaucoup du glyphosate en ce moment. Il faut quand même savoir qu'une grande partie du vignoble français est traité au glyphosate, 80% en tout cas du vignoble AOC du Languedoc, avec un problème qui est le désherbage sur le rang. Voilà, donc facile de désherber pour l'instant entre les rangs, mais sur le rang. Et là, vous avez un essai d'un agriculteur dans la Drôme qui a implanté de la piloselle. Donc, il essaie de trouver des plantes qui finalement sont assez concurrentes, ne concurrencent pas trop la vigne et viennent s'implanter sur la rangée de vignes. Alors après, on peut tout enherber et faire pâturer. C'est apparemment ce que fait Irouléguy. Il y a quelques agriculteurs qui font encore ça, notamment en bio, dans le Languedoc. Voilà. Après, un modèle... on a parlé des cerisiers de Chassou. Le pré-verger, qui était vraiment un modèle d'agroécologie vraiment très évolué. C'est vraiment un modèle complètement délaissé par la recherche. Alors là, par contre, il n'y a pas un chercheur en France qui travaille sur le pré-verger, qui associe donc la production de fruits et la production d'herbe, donc animale. Donc ça, c'est pris en Normandie. Donc c'est les vergers de pommiers qui sont utilisés notamment dans les AOC cidricoles, site du Pays d'Auge ou Calvados ou Poiré. Voilà. Et ça aussi, c'est un modèle extrêmement intéressant parce qu'on a montré que pour faire de l'herbe et de la pomme, eh ben, ce système-là était beaucoup plus productif aussi. Même si on se dit, bah, tiens, 8 tonnes de pommes, c'est pas beaucoup. En verger Bastige, on peut faire 30 tonnes. Ouais, mais là, vous avez de l'herbe en plus. Et quand vous faites le petit calcul que je ne vous ferai pas maintenant, en fait, c'est des systèmes extrêmement productifs qui ne sont pas traités. Donc, vous avez de la pomme sans aucun traitement, alors qu'une golden, il faut savoir que bon, là, ça va plutôt pour les produits transformés, hein, le cidre ou le jus de pomme. Mais la pomme, il y a 39 traitements dessus. Donc voilà, c'est quand même un modèle d'avenir. D'autant qu'on s'aperçoit que les vergers intensifs, au final, commencent à mimer ce type de verger. C'est-à-dire, ils enherbent, ils posent des nichoirs pour les mésanges. Enfin, bientôt, ils feront pâturer aussi. Enfin, au final, ils arrivent finalement à la même conclusion. Alors que là, on avait un modèle extrêmement intéressant, quoi. Bon, après, les pollinisateurs, voilà, qui sont vraiment indispensables pour beaucoup de productions qui sont, on l'a dit, très menacées. On a parlé des abeilles, mais il y a aussi tous les pollinisateurs sauvages, qui ne sont pas tous, d'ailleurs, ni des bourdons ni des abeilles. Hein. Il faut savoir qu'un tiers des pollinisateurs, c'est des mouches, c'est des cirfes. Voilà, et que même l'abeille toute seule ne permet pas d'avoir un taux de pollinisation optimal. Et il faut vraiment une grande diversité de pollinisateurs pour assurer une production stable et performante. On verra quelques exemples tout à l'heure. Et puis après, la sixième, c'est un agriculteur qu'on suit près de chez nous qui est pas encore en agriculture biologique, mais qui est en non-labour depuis 10 ans. Et voilà, on avait fait une fosse pour voir un petit peu le sol. Et ils ne sont pas si nombreux que ça aussi, les agriculteurs qui ont arrêté de labourer, qui ont diversifié avec des rotations très longues, avec des cultures intermédiaires. Voilà, donc c'est aussi un exemple d'agriculteur pionnier. Alors c'est pareil, le non-labour, la recherche s'y est quasiment jamais intéressée. C'est les agriculteurs qui ont développé ça et après la recherche s'y est intéressée, quoi. Voilà. Donc en tout cas, moi je crois beaucoup entre des échanges entre le chercheur qui peut contribuer dans certains cas s'il est motivé comme il y a quelques chercheurs à l'INRA qui travaillent sur les semences paysannes, hein, notamment sur le blé.
à venir analyser les phénomènes, quoi. Pourquoi ça fonctionne si bien, par exemple, enfin, quelle est la performance, comment aussi tester les mélanges. On parlera aussi des bandes fleuries pour essayer de lutter contre certains ravageurs, donc quelles plantes implanter autour des cultures, etc. Voilà. Donc ça, c'était juste petite entrée en matière. Alors, par rapport aux enjeux, montre un peu cette courbe, c'est juste pour dire, pour resituer aussi, repositionner l'enjeu de l'agriculture. En fait, ça résume ça, la production agricole française. Voilà. Donc, traduit en énergie pour additionner finalement toutes nos productions végétales. C'est une façon d'additionner toutes les productions végétales rapportées au nombre d'habitants. Donc, vous voyez, notre situation actuelle, c'était, vous avez les 30 glorieuses, là, on va dire 1960 jusqu'aux années 90, là, où vous avez une production qui ne fait que croître. D'où le fait que dans ces années-là, on a détourné une grande partie de la production végétale vers la production animale. On a doublé notre consommation de viande, en développant notamment la production de volailles, de porcs, voire de lait aussi. Et puis là, on est arrivé sur une sorte de plateau où en fait, la production agricole stagne. Et comme la tendance à venir, c'est quand même une augmentation de la population en France, à peu près de 250 000 habitants par an. Et comme vous le savez, une perte de terres agricoles, on perd toujours 60 000 hectares de terres agricoles par an. Il y a même au Pays Basque, hein, j'ai vu que le taux au Pays Basque est même supérieur à la moyenne nationale. Donc on a un phénomène de ciseaux dans lequel on ne peut pas se sortir, quoi, si ce n'est importer plus de produits. Donc ça veut dire qu'il faut changer des choses. Voilà. Et vous avez juste ces deux petits points aussi, ça c'est ce qui nous attend pour les années qui viennent, c'est la sécheresse de 1976 et 2003, où on a eu à peu près 20 à 25% de production agricole en moins. Et ces sécheresses, c'est quand même ce qui va nous attendre dans les années qui viennent. Donc il y a vraiment un avenir dans lequel il faut se préoccuper pour trouver un autre modèle. Et pour nous, le modèle passe quand même par un changement des pratiques agricoles. C'est là qu'on va parler de l'agriculture paysanne et de l'agroécologie, mais aussi un changement du modèle alimentaire, parce qu'on ne peut pas continuer avec le niveau de consommation de viande et de produits laitiers qu'on a aujourd'hui. Donc les menaces, c'est l'agriculture industrielle. Un des phénomènes qui est observé, ça a été quand même d'abord la spécialisation des régions, donc des spécialisations vers les grandes cultures, quelle que soit la nature du terrain ou de la pente. Et voilà, vous avez là des grandes parcelles qui, avec même des fois des pluviométries assez faibles, on arrive à des niveaux d'érosion extrêmement fortes. Donc on a un vrai enjeu aujourd'hui sur les terres agricoles aussi, qui sont dans certaines régions, alors peut-être pas au Pays Basque, d'abord il y a beaucoup d'herbes, qui sont l'érosion des terres, voilà, qu'on a aussi dans d'autres régions comme en Espagne. Alors là, c'était pour vous montrer aussi, alors ça devrait marcher, c'est comment évoluer le paysage, parce qu'il y a une publication canadienne qui vient de sortir, justement sur la biodiversité, et ils ont regardé au Canada là, l'influence de la taille des parcelles sur la biodiversité, quoi. Et la conclusion de l'étude, c'était que c'est vraiment là où il y avait les plus petites parcelles qu'il y avait la plus grande biodiversité. Et en fait, c'était alors la biodiversité mesurée dans la parcelle. C'est qu'en fait, dans ces parcelles-là, les insectes, notamment, ou les plantes, ils ont accès à toutes les bordures de la parcelle où il y a toujours une partie un peu plus sauvage. Et donc, ça amenait de la biodiversité. Donc ça, c'est pour vous montrer, si ça marche, comment évoluer le paysage en 30 ans. Voilà. Et donc, en 30 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On a perdu... la France avait 3 millions de kilomètres de haies. Il nous en reste 1. On a perdu 2 millions de kilomètres de haies. Les prés vergers, on en avait 800 000 hectares. Il nous en reste 100 000 hectares. Donc en fait, on a éliminé énormément, par exemple, d'arbres du paysage agricole. Une mosaïque aussi, parce qu'avant, il y avait la polyculture, donc il y avait partout, il y avait quand même des surfaces en herbe, etc. Voilà. Et donc, forcément, on peut imaginer que cette simplification du paysage a eu d'énormes impacts sur la biodiversité. Et quand je dis énorme, c'est énorme. C'est-à-dire ça. Là, les chiffres sortent, mais nous, on a travaillé, vous verrez tout à l'heure, sur les plantes messicoles, donc les plantes associées aux cultures de céréales, des données sur les reptiles, sur les batraciens, sur les oiseaux. On est à une perte des fois qui atteint les 80%, quoi. Voilà, on a cité tout à l'heure à nouveau là, les insectes, c'est une étude allemande qui est sortie là-dessus. Donc on a une véritable érosion qui est due en fait à deux choses.
c'est le paysage qui se simplifie. Voilà, donc il n'y a plus d'espace de nature, quoi. Et dans les parcelles qui sont aussi soumises à des pressions fortes, c'est-à-dire beaucoup d'engrais azotés, notamment d'engrais chimiques, et beaucoup de pesticides, puisque sur le blé, ça va de 3 traitements dans nos régions à 9 dans le nord de la France. On a parlé de la pomme. Enfin, forcément, toute cette pression chimique finit par, en détruisant aussi les habitats, finit par détruire tout, quoi. Bon, là, c'était un autre paysage. Ça, c'est une photo qui a été prise en Suisse. Donc, ça vous donne... Parce que ce que je disais ce matin dans l'introduction, c'est que, en fait, aujourd'hui, on n'a plus idée de comment c'était avant, quoi. À la fois les bruits qu'on entendait dans les campagnes, les espèces, les paysages. En fait, il faut aller rechercher les vieux bouquins, les premiers bouquins où on a des photos aériennes des années 60 ou 50, par exemple, ou les photos aériennes, et c'est là que vous découvrez comment c'était avant, quoi. Alors, forcément, les vieux s'en souviennent aussi. Souvent, ils n'en parlent pas, mais là c'était un paysage et en 41, et ce qui reste aujourd'hui, c'est ça. Mais quand quelqu'un va là, il se dit, c'est super ce paysage. C'est presque le paysage du Pays Basque, hein, presque, on pourrait dire. Enfin, je veux dire, voilà. Sauf qu'avant, c'était 10 fois plus diversifié. Donc forcément, dans le paysage, il y avait beaucoup plus d'espèces, donc beaucoup plus d'équilibre, etc. Donc tout ça a disparu extrêmement vite, et on l'a oublié, quoi. Là, j'étais aussi en Italie, dans la plaine du Pô. Aujourd'hui, c'est vraiment la morne plaine, quoi. C'est avec une monoculture de riz très intensive, avec des variétés résistantes aux herbicides. Bon, voilà, il n'y a plus de grenouilles, il n'y a plus d'arbres, alors qu'avant, on voit encore, il y avait des traces de mûriers. C'était des paysages où il y avait des alignements de mûriers, des hautains, c'est-à-dire qu'on cultivait la vigne sur des arbres. Enfin, il y avait un paysage extrêmement riche, quoi. Voilà. Et ça, c'est un travail qu'on a mené pour résumer un petit peu ce qui s'est passé entre 1970 et 2000. Un travail qu'on a fait à partir de données extrêmement précises des recensements généraux de l'agriculture. C'est en vert, en rose et en vert, c'était ce qu'on avait classé, nous, comme surface agricole à haute valeur naturelle, c'est-à-dire de l'agriculture qui protégeait la nature, quoi. Voilà, qui était compatible avec la protection de la nature. Vous voyez, ça couvrait en 1970 presque toute la France, hormis les grandes plaines céréalières du bassin parisien, du nord de la France. Bon, alors après, c'est un peu compliqué parce qu'il y a toute la zone viticole extrêmement spécialisée, mais on disait tout à l'heure qu'il y avait avant des troupeaux d'ovins qu'on a du mal à capter dans notre travail, donc pour ça que ça paraît si blanc. Et puis, il y avait déjà les Landes, la vallée de la Garonne, voilà. Et en fait, ce qui est important, c'est comment ça a évolué avec les mêmes critères entre 1970 et 2000, c'est tout le rose, c'est tout ce qui a disparu. Donc ça veut dire que derrière, c'est une perte de biodiversité très importante. Alors il vous reste, finalement, où se maintient la biodiversité aujourd'hui en France, dans l'espace agricole, surtout dans les zones de montagne. Voilà, parce que là, c'est difficile d'intensifier, c'est difficile de labourer. Donc vous retrouvez toutes les Alpes, tout le Massif central, finalement une grande partie du Pays Basque, même si on a quelques petites taches roses, mais là, il faut aller regarder ça à la loupe pour comprendre ce qu'il y a derrière. Et puis, vous avez aussi un territoire très intéressant en plaine, c'est en Normandie, vous avez le Pays d'Auge, qui tient par ses fromages AOC, Divaro, Pont-l'Évêque, Camembert, hein, la race normande, une AOC, le système à l'herbe, les pré-vergers, parce que les agriculteurs là-bas, les producteurs, se sont battus sur les pré-vergers, ils ont réformé l'AOC Calvados, et ça a été une bagarre entre les industriels comme Agrial, qui vendent du Calvados, et les producteurs, pour imposer un minimum de pré-vergers dans l'AOC, quoi. Donc aujourd'hui, si vous faites 1 hectare de verger bastige de pommes qui peut aller à l'AOC, vous devez être obligé d'avoir 1 hectare de pré-verger. Ça a coûté quand même le poste de directeur, du directeur de l'INAO qui défendait les producteurs. Il a été quand même viré, enfin muté, parce qu'on ne peut pas virer qu'une administration, à cause de ça, quoi. Donc pour vous dire quand même qu'il y a sa bagarre dure sur le terrain, quoi. Voilà, et vous avez aussi les marais côtiers, voilà, où là il y a encore des zones, voilà, avec des contraintes fortes. La Sologne, bon, elle est verte, mais enfin il n'y a plus de paysans. Donc c'est voilà. Donc un fort recul. Et puis le bleu, c'est là où on pourrait dire où on a gagné du terrain. Donc vous voyez, il n'y en a quand même pas beaucoup. Ça veut dire qu'on a quelque chose quand même d'assez irréversible. C'est-à-dire que quand on perd, on ne regagne pas. Et il faut quand même voir que c'est quand même très difficile de replanter des arbres.
Un pré-verger, par exemple, la contrainte de ce système-là, c'est que ça met 10 ans à rentrer en production. Donc un paysan qui veut s'installer avec ça, qu'est-ce qu'il fait pendant 10 ans, quoi? Donc en fait, c'est réimplanter une haie. Quand vous voulez voir une haie au bout de 10 ans, elle est pas non plus très importante, quoi. Voilà, donc le retour est quand même extrêmement difficile. Alors, je vais passer mon papillon. Voilà. Alors après, forcément, bon, là, moi, l'alouette, je n'ai pas besoin de faire une démonstration de son utilité. Je l'apprécie en tant que telle. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est quand même des chercheurs qui essayent de montrer, quand même, ces espèces-là, quel rôle elles tiennent dans l'écosystème. Mais on s'aperçoit que, finalement, la logique, ça a été, voilà, il y a des mauvaises herbes dans les champs, toutes les mauvaises herbes ont des herbes. Voilà, l'optique, c'est d'avoir, si possible, le moins d'herbes possible. Et là, on arrive à un stade aujourd'hui où on n'a quasiment plus rien dans les champs ou dans la vigne. Toutes les espèces ont disparu. Et forcément, les espèces d'oiseaux aussi, quoi, les granivores. Et là, on voit que dans l'étude qui a été menée en Poitou-Charentes, là, sur Chizé, que les alouettes qui viennent notamment hiverner dans cette zone-là, les alouettes du nord de l'Europe, eh ben, consomment 38 espèces de plantes, et soit 4200 à 5600 graines par jour. Ça veut dire que les alouettes consomment 30 à 50% des graines produites par ce qu'on appelle les... Alors le terme va de la mauvaise herbe aux adventices. Il y a les termes les plus gentils aux plus méchants. Mais en fait, ces graines-là sont produites, mais c'est elles qui alimentent les chaînes alimentaires. C'est-à-dire que si un champ il est tout propre, ben, vous êtes sûr que vous n'avez rien d'autre, quoi. Voilà, donc il n'y a plus d'équilibre qui s'installe, quoi. Voilà. Et conséquence, eh ben, l'alouette des champs, dont on entendait le chant en plein été, eh ben, peut disparaître aussi. Un oiseau totalement commun qui peut disparaître parce qu'il n'y a plus de nourriture dans la parcelle, quoi. Bon, c'est le cas aussi des perdrix. Enfin, il n'y a pas que cette espèce-là. Alors, voilà. Alors là, ça va demander un petit peu de commentaires parce que ça, c'est un schéma extrêmement intéressant. Donc c'est là que les chercheurs sont intéressants parce que, quelque part, ils ont le temps d'observer, de compter, d'évaluer, etc. Et là, vous avez en fait la chaîne alimentaire d'un champ. C'est-à-dire que chaque trait noir relie une espèce à une autre. D'accord? Ce qu'on appelle les food chains, donc les chaînes alimentaires. Et donc, vous voyez finalement toutes les relations qu'il peut y avoir au sein d'une parcelle. Alors, la démonstration de ce schéma-là, c'est que ce qui est important, c'est le vert, ici, c'est ce trait vert. Alors, il y a celui-là aussi. Alors, ça c'est la culture. On va dire que c'est le blé. Donc, finalement, il n'y a pas tant d'espèces qui se nourrissent sur le blé. Par contre, sur le vert, c'est toutes les adventices, c'est toutes les plantes qu'il y a dans le champ. Alors, avant, on avait des plantes qui n'étaient pas trop concurrentes, hein, ce qu'on appelait les messicoles, qu'on a quasiment totalement éliminées, puisqu'aujourd'hui, il y a carrément un plan d'action national pour les sauvegarder. Mais bon, c'est le coquelicot, c'est le bleuet, c'est l'agnelle, enfin, il y en a tout un tas. Et en fait, on voit que la plupart des espèces, alors, donc ça va du campagnol qui va manger des graines, à l'oiseau, comme l'alouette qui va aussi manger des graines, l'insecte qui mange des graines, type carabe, l'insecte qui parasite l'insecte qui mange des graines. Ici, c'est des parasitoïdes aussi, donc qui parasitent d'autres insectes. Ici, vous avez les pucerons qui se nourrissent non pas de graines, mais de la sève des plantes. Et puis après, vous avez tous les oiseaux, tous les insectes. Ah ouais. Tous les insectes qui se nourrissent de nectar ou de pollen, donc notamment qui contribuent à la pollinisation. Donc il y a les bourdons, les papillons, certaines mouches, etc. Et donc vous voyez que finalement, pour que ce système-là fonctionne, puis derrière, vous avez les rapaces qui vont manger le campagnol, vous avez, etc. Donc en fait, tout repose au final sur la présence de plantes à l'intérieur des parcelles agricoles, quoi. Enfin, en tout cas pour les champs cultivés, quoi. Voilà. Et donc forcément, vous comprenez bien que si on détruit le vert, on détruit toutes les autres espèces. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver, quoi. Voilà. Alors, toute la difficulté dans ce système-là, c'est l'équilibre. Parce qu'il ne faut pas croire que toutes les espèces sont favorables à la culture. La culture, elle est attaquée par les pucerons, elle est attaquée, enfin, suivant les plantes, par aussi
d'autres espèces. Donc la question, c'est l'équilibre. Comment, et ça c'est la voie quand même que choisissent notamment les agriculteurs biologiques ou l'agriculture paysanne en traitant moins, c'est maintenir un équilibre où les ravageurs des cultures sont maintenus à un niveau qui leur permet de ne pas impacter trop le rendement de la récolte, quoi. Voilà. Sinon, on bascule vers un système où on n'a plus rien. La contrepartie, c'est que ça, c'est pas durable parce que, à force de traiter, que ce soit les plantes ou les insectes, les plantes deviennent résistantes aux herbicides et les insectes résistants aux insecticides. Et donc, ce schéma-là, en fait, il va buter contre un mur le jour où les résistances seront telles qu'il n'y aura plus un produit pour tuer l'insecte ou la plante, quoi. On en est à peu près là aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir compris ça. Alors après, finalement, là où il y a des travaux aujourd'hui, sur lesquels nous on travaille à Solagro, c'est notamment ce qu'on appelle la lutte biologique par conservation et gestion des habitats. C'est en fait essayer pas de manipuler, mais d'essayer de bien comprendre les phénomènes pour favoriser. Là, par exemple, vous avez la larve de coccinelle, la coccinelle, donc c'est la larve et l'adulte qui mangent les pucerons. En fait, comment vous manipulez la nature pour favoriser la coccinelle qui, elle, va vous réguler votre puceron, quoi. Alors c'est valable pour la coccinelle et pour d'autres insectes, puisque elle, ça mange, ça mange plusieurs centaines de pucerons par jour. Alors ça, c'est un des enjeux majeurs de la biodiversité au niveau agricole, hein, il y en a d'autres. Et ce qui est difficile, c'est que, en fait, vous ne voyez rien du tout, quoi. C'est-à-dire que l'agriculteur, la plupart du temps, déjà, il ne connaît pas toujours les espèces, ni les ravageurs, ni les prédateurs, encore moins les parasitoïdes. Et souvent, on ne voit pas ce qui se passe dans un champ, quoi, parce que vous avez plein d'espèces qui sont mimétiques, vous allez avoir des exemples, et puis souvent, tout se passe la nuit, quoi. C'est-à-dire que les champs sont, moi j'ai toujours, c'est un peu Waterloo. La nuit, en plein été, vous avez énormément d'espèces qui se bouffent entre elles. Et si vous mettez, on a mis dans un programme de recherche une caméra. On a donc les chercheurs, pour essayer de mesurer ça, ils attachent des larves sur des plaques au sol. Et puis ils les mettent dans le champ, et puis ils ont une caméra, puis ils regardent ce qui se passe, quoi. C'est incroyable. Sur 20 cm², le nombre d'espèces qui traversent en une nuit, quoi. C'est-à-dire que la larve, elle a zéro chance d'être en vie le matin, quoi. Voilà. Et donc, cette biodiversité-là, on n'arrive même pas à l'imaginer. Un puceron qui est sur un épi de blé qui tombe par terre, il est mort. Voilà. Il est mort parce que voilà. Et donc, la question, c'est comment on arrive à expliquer aux paysans aujourd'hui ces phénomènes-là et rentrer dans une autre logique que les espèces présentes dans les champs ne sont pas toutes néfastes à leur culture, quoi. Loin de là, quoi. Par exemple, le coquelicot, c'est vrai que ça peut être envahissant, mais on s'est aperçu quoi, qu'en faisant des programmes de recherche, que les abeilles domestiques, donc elles vont toutes sur le colza, puis après le colza, il y a le grand trou avant d'attendre le tournesol qui arrive quand même 1 mois et demi plus tard. Et la principale plante où elles vont chercher la nourriture, c'est le pollen du coquelicot entre le colza et le tournesol. Donc un coquelicot, on va dire, voilà, c'est pas beau dans le champ, etc. Alors d'abord, c'est joli, mais en fait, c'est la nourriture pour les abeilles qui ne vont pas polliniser le blé, puisque le blé, il n'a pas besoin d'abeilles, mais tout un tas d'autres espèces autour, notamment le colza et le tournesol. Voilà, alors là, vous avez d'autres exemples. Donc par exemple, les limaces, là on prend les limaces, parce que les limaces, c'est quand même un problème aussi. Pour le tournesol, quand vous semez du tournesol, vous avez les limaces qui peuvent venir les manger. Ben voilà, vous avez les gros carabes qui s'attaquent notamment aux œufs de limaces. Voilà, donc... et puis là, vous avez les cirfes. Alors, le cirfe, c'est un insecte intéressant parce que l'adulte est florifère, donc lui, il se nourrit de nectar et il pollinise. Et c'est la larve très mimétique, vous voyez, qui est là, qui, elle, mange des pucerons. Alors en plus la larve elle est sous la feuille, donc c'est vrai qu'en général tout le monde ignore qu'il y a des larves qui viennent là pour contrôler les pucerons, quoi. Ah, ça marche pas. Petit souci. Ah non, si je me trompe d'ordinateur. Alors après les chercheurs, pour expliquer tout ça, ils font des... C'est assez intéressant de voir comment les chercheurs sont quand même innovants pour mettre en place des manips pour essayer de mesurer les choses. Alors, on leur demande aujourd'hui notamment de mesurer ces services écologiques.
Et là, ils sont quand même très imaginatifs sur les phénomènes. Et donc, pour mesurer ce phénomène de régulation, par exemple, du puceron, en fait, ils entourent les épis de blé de cages qui permettent d'exclure, en fait, les autres insectes, quoi. Donc, alors, soit vous excluez les insectes volants, soit vous excluez, donc c'est les hypergiques et hypégiques, c'est les volants et les marchands. Ouais. Et donc, ce que vous voyez, c'est que donc là, vous avez les pucerons par épi. Donc en fait, quand vous excluez tous les insectes, bah, les pucerons se développent. Et quand vous les laissez, eh ben, vous avez très peu de pucerons, quoi. Voilà. Une sorte de démonstration de comment ça fonctionne. Voilà. Et puis là, maintenant, beaucoup de travaux sont menés sur l'utilisation des bandes fleuries. Donc ça, c'est vraiment comme un travail plus issu de la recherche que des agriculteurs. C'est là qu'il y a des combinaisons intéressantes. En fait, l'idée, c'est de trouver un mélange de plantes que vous semez autour de votre parcelle. Où, bon, ça a été beaucoup développé, surtout sur la production légumière. L'idée étant de faire venir sur votre bande fleurie des auxiliaires, c'est-à-dire des prédateurs ou des parasitoïdes, qui vont venir après s'attaquer aux pucerons dans la culture. Là. Et donc là, vous voyez que les résultats, c'est que le nombre de pucerons diminue 75% dans la culture. Voilà. Donc quand certains disent qu'on ne peut pas se passer de produits chimiques, si, on peut très bien trouver des solutions aujourd'hui à peu près dans tous les domaines pour réduire fortement, voire se passer intégralement de pesticides. Voilà. Et ça, c'est les... Je vais passer tout. Voilà. Ça, c'est le cas du tournesol et du colza. Donc en fait, quand, par exemple, le vert ou le bleu, vous mettez un filet qui empêche les pollinisateurs de venir, et donc vous apercevez que là, vous avez en abscisse le poids des graines de tournesol ou de colza, et donc quand vous excluez les pollinisateurs, vous avez une baisse de 50 à 70% du poids des graines. Donc vous avez quand même des graines qui sont produites, mais vous en avez moins. Donc c'est vrai que là, la biodiversité contribue directement à accroître les rendements. Et si aujourd'hui, une hypothèse qui est pourquoi les rendements stagnent aujourd'hui en France, dans la plupart des cultures, hormis la betterave, c'est peut-être aussi une des causes, la pollinisation, qui est moins performante aujourd'hui, quoi. Alors après, sur l'agroécologie qui rejoint vraiment les fondamentaux de l'agriculture paysanne, nous on a essayé de nous montrer toujours c'est quoi l'agroécologie. Alors on a travaillé en prenant les travaux d'Altieri, qui est un chercheur qui a longtemps travaillé à Berkeley là, sur la lutte biologique. C'est lui un petit peu il y a plus de 30 ans, écrit un peu les fondements de cette agroécologie, en travaillant notamment au Chili. Et en fait, on a essayé de regrouper sur des principes, quoi. Donc on retrouve bien les principes, donc minimiser l'usage des ressources sensibles. C'est d'ailleurs inscrit dans la loi, hein. La loi de transition agricole de Le Foll. L'agroécologie est définie comme des pratiques qui réduisent l'utilisation des intrants, c'est-à-dire des engrais chimiques, des pesticides, des carburants, de l'eau pour l'irrigation. Voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment de trouver des pratiques qui permettent de baisser cette consommation. Donc par exemple, la première diapo que j'ai montrée qui associe du pois et des céréales, eh ben, on peut fonctionner sans engrais azotés, puisque le pois va amener de l'azote au blé. Après, il y a optimiser, équilibrer les flux. C'est-à-dire que, après, ce qui est important dans ces systèmes-là, c'est éviter toutes les pertes. C'est-à-dire ce qu'on appelle boucler les cycles, pour éviter que l'azote parte dans l'eau, les pesticides, la terre, l'érosion, etc. Et donc là, notamment, il y a tous les travaux sur les couverts végétaux, c'est-à-dire essayer d'avoir une couverture permanente du sol, notamment quand vous faites des cultures d'été, hein. Le maïs dont on a parlé tout à l'heure, le maïs, vous le semez au mois de mai. Si avant vous aviez un blé, votre sol il est nu pendant quand même beaucoup de mois. Et quand s'il est nu, là on peut avoir des pertes de sol, des pertes de nutriments, etc. D'où l'intérêt de développer des couverts ou puis aussi par exemple de replanter des haies, quoi. Après, l'objectif c'est quand même bien aussi donc de favoriser la diversité spécifique et génétique. Donc la base aussi c'est d'avoir sur son exploitation finalement une grande diversité d'espèces. Alors ça peut aller dans les systèmes de polyculture et élevage d'avoir des animaux et des cultures, voire plusieurs espèces d'animaux et plusieurs cultures. Après, quand vous êtes plus que dans les systèmes de grandes cultures, ça veut dire une diversité d'assolements, une diversité de cultures.
Et puis après, une diversité au sein des espèces, au niveau des différentes variétés, quoi. Voilà. Les services écologiques, ben, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est s'assurer, notamment en préservant au sein du paysage agricole suffisamment d'espaces naturels que nous on appelle infrastructure agroécologique. Moi j'aime bien ce terme parce que infrastructure, c'est ce qui tient la maison, quoi, l'infrastructure, quoi. Donc en fait, la biodiversité, elle est tenue par ce maillage d'espaces naturels dans le paysage, quoi. Voilà. Et puis après, il y a aussi un élément clé demain, c'est la résilience. Alors ça, c'est quelque chose, beaucoup de gens travaillent dessus, c'est qu'est-ce qui fait que votre système agricole, votre exploitation, donc l'agriculture paysanne va devoir aussi réfléchir à ça, elle y réfléchit, c'est comment vous allez résister aux aléas qui peuvent être climatiques. Bon là, par exemple, 2016, pour les céréaliers, c'était quand même le drame, là, les revenus ont passé sous la barre des zéros, dans les zones qui avant gagnaient beaucoup d'argent, voilà, et ou financier, c'est-à-dire que le prix de la pomme peut chuter, une exploitation qui fait une année moins quelque chose de revenu, est-ce qu'elle est capable de rebondir, quoi. Voilà. Donc la résilience, je ne parle pas des cyclones en Martinique, où là, je ne sais même pas comment on gère ça. Voilà, c'est aussi avoir des systèmes, parce que demain, finalement, il y aura beaucoup plus d'aléas qu'il y en a aujourd'hui, quoi. Voilà. Et puis après, nous, on tient beaucoup à ça, c'est que finalement, l'agriculture doit aussi s'insérer dans son système alimentaire local. Et donc la question, c'est aussi pour qui on produit. Et je pense que l'agroécologie va aussi, pas seulement sur des pratiques, mais aussi, finalement, comment je réponds à l'alimentation locale. Alors, qu'est-ce qui me reste là? Parce que là, j'ai plus de temps. Ouais, alors ça, je vais passer là-dessus. Voilà, donc je vais aller directement à ça. Alors, en conclusion, quand même, sur la biodiversité, bon, elle dépend bien entendu beaucoup de l'agriculteur, hein, des pratiques qu'il va mettre en œuvre. Ça, vous l'avez compris que sur les pratiques qu'on met en œuvre, eh ben, on n'impacte pas. J'aurais pu aussi parler d'irrigation, parce que ça va être un grand enjeu. Bon, le climat se réchauffe, il n'y a plus d'eau l'été. L'agriculture intensive, qu'est-ce qu'elle demande? C'est des barrages. Voilà, donc en Poitou-Charentes, ex-Poitou-Charentes, là, on est parti sur plein de barrages, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la zone ostréicole, elle a plus d'eau douce qui arrive, et donc on menace la production ostréicole. Voilà. Donc l'agriculture impacte de différentes façons la biodiversité et finalement l'état des ressources naturelles. Voilà. Mais le consommateur, lui, il est important dans l'histoire, parce que lui, il peut orienter l'agriculture selon les choix de consommation qu'il fait, quoi. Donc là, moi, ce que j'ai retenu, c'est un certain nombre de points. C'était toujours important de se poser la question de d'où viennent les produits qu'on consomme. Hein, donc ceux qui ont vu Cash Investigation, si vous remontez à votre porc que vous achetez, pas le porc basque, que vous remontez au soja du Brésil et que vous remonterez au ministre de l'Agriculture actuellement brésilien, qui lui est le plus grand déforestateur d'Amazonie, voilà, on comprend que ce qu'on a vu ça, on se dit, bon, je vais peut-être faire attention à ce que je consomme, quoi, voilà. Voilà, il faut consommer des produits qui garantissent la biodiversité, ça veut dire aussi être capable d'analyser un peu tous les modes de production. Donc les cahiers des charges sont forcément pour le consommateur quelque chose de pratique, parce que se dit, bon, ben, cahier des charges, au moins en bio, je sais qu'il n'y a pas de pesticides, pas d'engrais chimiques. Après les AOC, ben, c'est pareil, il y a quand même on a vu tout à l'heure des bons exemples d'indicateurs dans le cahier des charges qui verrouillent bien le système. Voilà, bannir les produits qui contribuent à la biodiversité. Manger moins mais mieux. Donc c'est vrai que juste un mot sur la viande et le lait. C'est vrai que nous, dans notre scénario à 2050, l'objectif, c'est de réduire par 2 notre consommation de viande et de produits laitiers, et donc par 2 la production de viande et de produits laitiers, quoi. Mais bon, l'objectif, c'est de faire disparaître l'élevage intensif. C'est pas de faire disparaître l'élevage à l'herbe tel qu'on le voit ici au Pays Basque. Il faut quand même savoir que juste 350 producteurs de poules pondeuses, 350 fermes, produisent 70% des œufs. Hein? Donc en fait, aujourd'hui, en tout cas chez le porc et la volaille, on a une concentration énorme, quoi. Voilà. Donc, notamment d'œufs en cage. Voilà. Donc l'idée, c'est de choisir des systèmes. Après, il faut savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que la biodiversité, c'est un enjeu parmi d'autres. Le changement climatique, la qualité de l'eau, etc. Et qu'il faut tout voir d'un coup. Voilà. Et la biodiversité, on peut la relier aussi à notre santé. Et je crois que j'ai plus qu'une diapo, et j'arrêterai là. Voilà. Et après, il y a ce que j'appelle ma règle des 5 P, le cercle vertueux. Voilà, ça pique très bien au Pays Basque. Vous avez le Pays Basque, vous avez les paysans du Pays Basque, hein, on les a vus tout à l'heure, vous les avez en bas.
Ils font des produits, donc ici, avec beaucoup de lait de brebis, hein, mais pas que, hein, du maïs, du grand roux basque, des cerises d'Itchassou, etc. Après, vous avez des plats, mais là, elle nous a dit un nom de plat à partir du maïs, c'était quoi? Talois. Ouais, j'arrive même pas à retenir. Voilà, donc là, vous avez le plat. Et donc, si vous attaquez ce plat, si vous continuez à manger ce plat-là, eh ben, vous allez continuer à maintenir votre paysage, parce que après, forcément, le plat va tirer tout le reste. Voilà. Et donc, l'acte alimentaire, il est extrêmement important aussi. Voilà. Et je pense que c'est là le gros enjeu de demain, c'est pas négliger du tout l'impact de l'alimentation. Voilà, je vous remercie. Bien, bonsoir. Pendant qu'Iker essaye de se débattre avec un PowerPoint qui ne veut pas s'ouvrir, je vais en profiter pour me présenter. Donc, je m'appelle Dominique Kunchinab. Je voulais me présenter juste par le biais d'un parcours qui fut le mien, puisque j'ai commencé par une formation agricole, puis un passage au Larzac m'a éloigné de cette première intention, pour ensuite devenir à mon tour apiculteur pendant 18 ans de ma vie. Donc j'étais apiculteur transhumant. Puis ensuite, pour beaucoup de raisons, j'ai arrêté cette activité. Je suis devenu éducateur à l'environnement. Et ensuite, j'ai intégré une équipe de recherche à l'université de Pau. Et donc, où j'ai été ingénieur en écologie historique. J'expliquerai ce que c'est très rapidement. Pour passer actuellement un doctorat en anthropologie. Donc la présentation que je veux faire est une présentation qui est, comment dire, on va dire universitaire. Donc ça nous éloigne un peu de la production et des définitions de la biodiversité qui ont été données précédemment, auxquelles bien sûr on donne toute la valeur qu'elles doivent avoir. Hein. Mais c'est simplement pour dire que l'approche qui est proposée ici, c'est une approche entre communauté et biodiversité, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'une exploitation, mais d'un système d'exploitation connecté entre elles qui forme une communauté. Et dans cette communauté, on va s'attacher à montrer comment est-ce qu'elle va créer la biodiversité, puisque finalement, la biodiversité que nous constatons aujourd'hui en montagne, comme l'a souligné Philippe, eh bien, elle a bien une origine, et cette origine, elle vient de là, elle vient de ces implantations agricole et d'une façon de faire, on va dire.
Alors l'action se situe en Soule. Donc je pense que tout le monde connaît la Soule, hein, la petite province qui se réduit à une vallée, donc à Iparralde, Pays Basque Nord, donc, et donc coiffée par le pic d'Ori. Il y a des connaisseurs, c'est ça. C'est un peu le toit de la montagne basque, on pourrait dire, non, d'une certaine façon. Et comme on aime bien savoir ce que l'on a dans notre assiette, je vous propose quand même de regarder ce que nous avons dans notre tête. Donc, très rapidement, voilà comment nous avons procédé. Ce tableau montre un peu d'abord les sources que nous avons recherchées, c'est-à-dire des cadastres napoléoniens, des archives des maisons, archives contenues aux archives départementales, etc., que nous avons analysées sur une période assez longue, médiévale à contemporaine, qui va nous permettre d'analyser la structure des milieux et l'évolution de ces milieux à partir de ce que nous apportent ces archives, puis ensuite l'analyse de la structure sociale par l'évolution des pratiques. Comment ça a évolué dans le temps. Donc, ensuite, les photographies aériennes. Hein, donc là, je rebondis sur ce qui a été dit précédemment. Donc il y a des campagnes aériennes qui sont faites depuis 1948, tous les 10 ans. Et c'est fait par l'IGN, qui mettait à jour les cartes d'état-major, etc. Et ça permet d'avoir des clichés qui se superposent bien maintenant, qui permettent d'avoir des chronologies d'occupation des sols, de changement de paysage. Ensuite, il y a les relevés d'inventaire que l'on fait, donc des inventaires écologiques, j'y reviendrai. Et ensuite, des entretiens et observations participantes. Donc, qu'est-ce que l'observation participante? Eh bien, c'est vivre le village. Donc pour moi, c'est habiter à Larot sur des séquences de 3 à 4 mois. Et pendant 3 ans, ça s'est échelonné. 3-4 mois ici, 2-3 mois là, 1 mois là-bas. C'était fort agréable d'ailleurs. Donc de cet ensemble, qu'est-ce que l'on retire? Des entretiens et de cette observation. Les entretiens, je précise, ce sont des entretiens auprès. Quand nous avons démarré, il y avait 23 familles d'éleveurs. Actuellement, elles sont 18. Ce qui fait que depuis 2010 à 2017, il y a déjà une érosion de 5, et je pense que ce n'est pas fini. Et donc on assiste là aussi à une désertification quand même de la zone de montagne qui nous préoccupe beaucoup. En tout cas, bon, les entretiens, l'observation, ça va nous permettre de faire une analyse anthropologique et historique. Alors, anthropologique, le mot est très grand, à vrai dire. L'anthropologie, c'est celle qui étudie l'homme dans sa société. C'est une façon d'étudier l'homme dans sa société. C'est-à-dire, si vous voulez, on va mettre dans nos recherches, on va mettre au centre de la biodiversité, non pas l'animal ou la plante, mais l'homme et les hommes entre eux. Ça, on pourrait le dire comme ça. Donc, cette analyse, ensuite, l'analyse par l'écologie et l'histoire des structures et l'évolution des milieux naturels et de l'occupation humaine, ça rejoint l'analyse des 3 premières sources. Et ensuite, les objectifs que nous poursuivons, c'est-à-dire à titre d'hypothèse, hein, ce sont des objectifs de gestion durable par la société locale. Donc on y reviendra, mais je pense qu'il faut ramener le pouvoir décisionnel, y compris celui de la biodiversité, vers des sociétés extrêmement localisées, c'est-à-dire celles qui utilisent les territoires. Voilà un peu comment nous avons travaillé. Je vais peut-être passer. Hein. Donc, autrement, c'est l'écologie qui interroge les écosystèmes. Donc, il y a une forte envie d'écologie, en tout cas. Et l'anthropologie qui analyse l'anthroposystème, c'est-à-dire des systèmes naturels dans lesquels les sociétés humaines interviennent ou sont intervenues, soit en les exploitant, soit en les aménageant. Ça, c'est Christian Lévesque qui a donné cette définition à laquelle nous adhérons. Donc, notre objectif, c'est de comprendre les relations homme-milieu et de dégager une culture naturaliste par les populations autochtones. Grosso modo, l'idée, c'est d'inverser le processus. Je pense que nous n'avons pas à apprendre, comment dire, nous avons beaucoup à apprendre des sociétés locales, beaucoup plus que nous avons à leur apprendre sur la façon d'exploiter les milieux. Voilà, l'idée qui est la nôtre. C'est-à-dire ça évite ce que nous avons appelé plus tard, mais là je m'égare un peu, la colonisation des savoirs. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui nous intéresse aussi. Et ensuite, effectivement, si on veut comprendre un système, il faut le regarder
dans l'espace et le temps, ce qui fait qu'on essaye de nous dépatouiller, tripatouiller dans une équation tout à fait virtuelle, qui est l'espace et le temps donnent les dynamiques, et qu'il y a deux dynamiques à mettre en place, puisque pour nous, la biodiversité, c'est une question de dynamique, c'est-à-dire de systèmes qui respirent, qui sont mobiles, qui bougent et qui créent du désordre, et de ce désordre vient la biodiversité. Enfin, c'est une intellection. Hein. Donc, dynamique des écosystèmes et dynamique sociale qui sont à mettre en parallèle. Donc, nous allons parler de diversité biologique par l'inventaire écologique. Alors, la diversité biologique, c'est le mot que nous employons dès lors qu'il s'agit de quantifier, de mesurer, d'étudier des écosystèmes. Nous préférons ce mot au mot de biodiversité. Je ne voudrais pas trop que l'on s'égare, mais on a réservé le mot biodiversité au contexte politique dans lequel elle est née. C'est-à-dire la biodiversité est un projet politique de gouvernance et d'aménagement des territoires par rapport en réaction à une industrialisation massive de notre société. On va le voir comme ça. Et donc l'inventaire écologique que nous avons fait, donc le voici. Alors je vais, comme je ne suis pas très à l'aise comme ça, je vais tout mettre en œuvre. Voilà. Donc l'inventaire écologique, le voici. Ça, c'est un tableau synthétique qui représente une somme de 24 prélèvements que nous avons faits au niveau de différentes parcelles. Parcelles qui s'établissent de la façon suivante. En jaune, vous avez les parcelles les plus ouvertes, c'est-à-dire les prés et les pâtures. Oh, avec quoi? Celui de droite. Oh, Mileshker, magnifique. Donc ici, vous avez un lot de prés et de champs. Et ici, vous avez donc les séquences boisées. Entre les deux, vous avez les systèmes de landes atlantiques, plus ou moins avec des taillis plus ou moins hauts, et quelquefois des boisements épars. Donc maintenant, on va regarder. Donc, je peux le passer avec ça aussi. J'apprends. C'est merveilleux. Toujours à droite? Non. Non. Montre-moi ça. Ah ouais. Et non, je ne veux pas le passer, justement. je veux aller sur la petite flèche, là, bleue. Bleu. Oh là là. Quelle bidouille, hein. Et t'as pas une souris? Ouais. Je vais y arriver. Et ça va prendre un temps fou. Bon, promis, je ne vous montrerai pas le reste. Hein. D'ailleurs, ça ne marche pas. Bon. D'ailleurs, je pense que la conversion qui a été faite fait que ça ne marche pas. Je voulais juste vous montrer à quoi ressemblent ces prés et ces champs. Enfin, on va passer. Toujours est-il que si l'on regarde maintenant au niveau des prés, on trouve une très forte biodiversité au niveau des espèces végétales. Nous ne parlerons ici que de végétaux. Donc il y a 32 espèces qui sont représentées sur un carré très petit. Donc, et à partir de et là, on s'aperçoit que cette biodiversité, elle est liée à l'héritage des parcelles adjacentes, comme tu as pu le dire, c'est-à-dire celles qui viennent des haies, des landes, donc des milieux plus ensauvagés qui clôturent la parcelle. Ensuite, en ce qui concerne les landes, la parcelle 23, là, celle qui est sous la flèche, la particularité, c'est que c'est une parcelle sur le chemin d'Arbide. C'est un vieux chemin de transhumance, mais le quartier Arbide est très bien informé, et donc on sait comment est-ce qu'il était au XVIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, et maintenant. De plus, le cadastre nous montre sa parcellisation, comment est-ce qu'il est distribué, et donc ça n'a pas bougé. C'est un quartier qui a une certaine stabilité, on pourrait dire, et donc cette lande, elle est brûlée régulièrement, tous les 2 à 3 ans en moyenne, et ce depuis des temps. Ça, par contre, on ne l'a pas mesuré, mais connaissant les pratiques, on pense que ça dure au moins depuis le XIXe siècle, et probablement bien avant. Et ensuite, en vin, ce sont la dernière flèche, donc ce sont des boisements, un boisement notamment qui récupère
une quarantaine d'espèces végétales. Et il est intéressant parce que c'est un boisement qui est drainé par le cours d'eau du Saison et qui se situe à la confluence avec ce qu'on appelle un talweg, c'est-à-dire une incision dans la montagne et dans laquelle les végétaux trouvent refuge alors que tout le reste est exploité, quoi. Donc dès qu'il y a un effet de pente très accusé, on laisse plutôt les végétaux. Bien. Voilà un peu une idée. Ici, c'est la présentation de plantes géophytes, c'est-à-dire ces plantes qui se développent, qui se reproduisent par un tubercule. Et c'est assez, donc souterraine, c'est assez intéressant de les voir donc prospérer dans des milieux qui sont pâturés, mais des milieux qui sont aussi soumis au feu pastoral, ce qu'on appelle improprement l'écobuage. Bien, je vais passer assez vite. Donc les plantes des milieux humides, parce qu'il y a toujours une alternance entre des zones plus ou moins humides et des zones plus ou moins sèches, des zones calcaires et des zones plus argileuses. Donc c'était intéressant de le souligner. Voilà. Alors les landes de parcours, ce sont celles donc, qui accueillent les troupeaux transhumants. Et ensuite, on les a appelées les plantes adventices, pour dire les plantes qui ont été déplacées par les troupeaux. C'est celles que l'on trouve sur ces chemins, le chemin Arbide, le chemin de Galaïa, etc. Donc ces chemins-là, parcourus depuis les premières installations, on le verra tout à l'heure, collectionnent des plantes déplacées. L'astère des Alpes, par exemple, est une plante qui aurait tendance à vivre assez haut en altitude et qui se retrouve le long du chemin et qui descend jusqu'à 400 mètres. Alors que son aire, on l'a dit, montagnarde, et donc on la voit bien au-delà. L'érine des Alpes, qui n'est pas une plante protégée, par contre, eh bien, elle va venir s'installer tout autour des abreuvoirs et des sources à basse altitude. Et donc elle quitte les rochers ombragés et humides de la montagne pour aller vers les abreuvoirs des maisons au plus bas. Donc on voit bien que c'est amené. Et ensuite, par contre, le chemin inverse, le chêne tausin, donc, qui est très présent pour ceux qui connaissent donc, cette partie de montagne, très présente dans les montagnes de Trois-Villes, la Madeleine, etc., eh bien, il finit par monter et il arrive jusqu'à la zone de l'Arro, et à l'Arro jusqu'à une altitude de 800 mètres. Ce qui au demeurant a changé légèrement nos conceptions des choses, puisque les cartes de végétation établies dans la moitié du XXe siècle, qui n'ont pas été révisées depuis, ont été vues de loin. On a pris des milieux, puis on a dit, oh, là-dedans, c'est comme ça. Bon, d'accord, donc tout est comme ça. Or, la biodiversité, c'est autre chose. Quelquefois, c'est un peu plus ténu, c'est un peu plus dissimulé. Bien. Voilà ici ce qu'on appelle un bord de Borda. Alors, qu'est-ce que c'est un bord de Borda? C'est une terminologie qui est utilisée dans les documents fiscaux, notamment du XVIe siècle, et pour tout dire, du censier de 1515. Donc en 1515, il y a un inventaire qui est fait de tous les feux dans la montagne, et donc on retrouve la bord de Borda, ici, à cet emplacement, puisqu'ensuite, par d'autres techniques, avec les confronts qui sont établis, etc., on arrive à repositionner chaque maison par rapport à ce qu'elle était à cette époque-là. Et donc, à partir de là, voilà l'idée de l'implantation, de ce qu'est une implantation d'une borde primitive. La borde Borda est un système d'habitation, comme l'Etxe actuel, avec son parcours, ses prés, ses fermes, son verger, etc. C'est habité, malgré l'usage du terme borde. Ça, nous y reviendrons. L'enclos d'un bord de Borda, sur celui-ci, c'est 15 journaux. 15 journaux de terre, ça équivaut environ à 6 hectares. Donc c'est ce qui permettait à une famille de s'installer, 6 hectares, mais aussi un formidable accès au commun. Ce qui fait vivre la communauté, c'est l'accès au commun. Bien. Là, je vais faire défiler, si j'y arrive. Oh merde.
C'est dommage, j'avais fait de belles animations, ça devait marcher du feu de Dieu, mais ce n'est pas le cas. Alors on va rester comme ça. Bon, l'idée, c'est que nous avons, à partir de ces documents fiscaux, nous avons regardé comment se peuplait cette partie de la montagne. Et donc nous avons étudié chaque entrée des maisons dans la montagne. Alors grosso modo, le système, c'est un système d'abord, en ce qui concerne l'Arro, on a d'abord un système de bordes, donc de maisons habitées qui existent avant l'arrivée de l'abbaye de Sauvelade, qui va constituer le bourg. C'est une sauveté, ça arrive en même temps que les sauvetés, et donc c'est une petite sauveté dans la montagne. Cette sauveté, elle a une grange, c'est-à-dire un système d'exploitation, c'est-à-dire que les abbés qui sont là, le prieur plutôt, qui est là, eh bien, il va avoir, je crois que c'est 3 caillolards, plus des parcours, etc. Enfin, il a lui-même son système agricole. Et puis, il va, à partir de là, les gens qui habitent les bordes qui sont autour et qui sont distribués dans la montagne n'auront d'autres possibilités que d'installer les cadets et surnuméraires dans la sauveté. Ce qui fait qu'on a un système de peuplement du bourg de l'Arro qui se fait de l'extérieur vers l'intérieur. Et puis ensuite, quand ce système sera complet, on passera de l'intérieur vers l'extérieur. Et je pense que c'est intéressant de voir cette façon d'aller. Bien, alors c'est dommage, mais pour le coup, je suis bloqué, j'arrive même plus à sortir là. Sais-tu comment on peut sortir de là? Ah. Ouais, est-ce qu'on peut... Ouais, voyons. Voilà. Ouais, je ne sais pas si vous voyez, mais c'était ça que je voulais vous montrer. Hein. C'est les implantations autour du bourg et comment s'est construit finalement le paysage larentard. Donc voilà, la première c'était ce qui dépendait de l'abbaye de Sauvelade. La deuxième, c'est ce qui vient des maisons du bas de la vallée et qui vont se projeter vers l'estive. Ici, la course à la nécessité le peuplement se fait par la nécessité de l'herbe. Et donc l'herbe, il faut aller la chercher en montagne par la transhumance, c'est-à-dire bénéficier en quelque sorte d'un deuxième printemps. Ouais, là, on peut revenir sur le... Non. Ah ouais, là on est obligé de continuer comme ça. Ouais. Excusez-moi, je suis confus. Voyons si tu le mets en F5 là. Il passe pas. Là, il n'y a pas d'animation. Bon. Bon, on fait des grands sauts dans l'espace. En tout cas, ce mode de colonisation de l'espace montagnard du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne a conduit à ceci. C'est-à-dire un ensemble d'exploitations, on les voit ici, en blanc. Elles se détachent bien. Au bas, des pentes accusées des premières montagnes. Ce qui veut dire que chaque exploitation ici a tout ce qui fait partie de son agriculture de proximité, actuellement essentiellement des prés, le chaux. Et ensuite, un parcours dans les communs. Mais la particularité de ce parcours, c'est qu'il peut s'étendre à un rythme journalier jusqu'à l'estive, c'est-à-dire arriver jusqu'à la zone des caillolards. Donc l'enjeu pour les maisons à s'installer là, c'est de sacrifier la part de leur agriculture, finalement, à une part d'élevage. Et il va naître de ces maisons tout un système social qui va former communauté et qui s'appelle le système Attendesh, c'est-à-dire les maisons qui sont dans le parcours ou proches du parcours. Cette définition est donnée par Pierre Lande dans son dictionnaire en 1926. Ensuite, il semblerait que l'on n'en parle plus. Sauf dans la conscience et dans la mémoire des habitants de la vallée, puisqu'il y a eu des pastorales sur ce thème-là, etc., et qui sont en fait une ode au libre parcours. Et ça, c'est assez intéressant.
Bien, donc voilà la constitution de cette communauté. Alors c'est Atandesh, hein, c'est A-T-A-N-D-E-S. Hein, voilà. Bien. Et puis de ce système, on va avoir tout un ensemble de micro-paysages. Par exemple, les châtaigneraies qui actuellement sont autour des bordes, c'est-à-dire dans la nouvelle acceptation du terme, c'est-à-dire des granges. Puis ensuite, on voit ici les frênes des ruptures de pente, c'est-à-dire que dès que la pente est accusée, on a monté le frêne qui était traditionnel, on pourrait dire normalement au bord du saison, eh bien on l'a monté, on l'a extrait de son milieu pour le monter au plus haut, et il sert à faire les clôtures. Il a un autre avantage, c'est que c'est un arbre fourragé, hein, et donc là aussi, on peut en mesurer l'incidence parce qu'il y a une nombreuse littérature sur l'usage du frêne ou son non-usage d'ailleurs en vallée de Soule. Ensuite, les hêtres des parcours, parce que qui dit parcours au milieu d'un maillage de bords d'habités, d'etchés, ça veut dire des enclosures, ça veut dire canaliser le bétail. Et donc, ici, vous avez... ouais, je vais vous le montrer. Là, ici, vous avez mon ami Pascal. Et ici, vous avez un hêtre dont on voit le tronc ici et les branches charpentières de chaque côté qui vont d'ici à là, c'est-à-dire 12 mètres de développé. Donc la trace de cet arbre sur nos tablettes, on va dire, quand on regarde, ça s'appelle Galaria, pour ne pas citer le nom. Si l'on regarde maintenant la succession de hêtres ici tout le long, on est bien sur un chemin de transhumance qui est établi depuis le début du XVIe siècle. Donc c'est intéressant de voir que... Bien, ensuite, dans les forêts, maintenant, si on se promène dans les forêts, on va trouver ces arbres que vous voyez ici, les arbres peignent des enclos. Eh bien, ce sont les anciens enclos agricoles. On pense que l'agriculture est montée un peu haut pour ensuite redescendre. Donc on voit des enclos. Ce ne sont pas des enclos d'il y a un siècle, hein, ce sont des enclos, on le pense en tout cas, bien antérieurs. Alors la difficulté que nous avons, c'est que nous ne pouvons pas dater ces arbres par ce qu'on appelle la dendrographie, c'est-à-dire mettre une tarière à l'intérieur et regarder tous les cercles pour voir le nombre d'années. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement tortueux, tellement travaillés, qu'on ne sait jamais sur quelle branche racine on est, quoi, en quelque sorte. Donc les résultats sont assez décevants à ce niveau-là. Donc il nous reste pour ça les archives. Ensuite, les chênes des bois taillis. Vous remarquerez que là, ici aussi, vous voyez ici une couronne et des troncs bien lisses et bien droits de plusieurs mètres de haut. Mais c'est une façon de préserver sa charpente. En fait, c'est une charpente sur pied et c'est une façon de travailler les arbres. Donc c'est aussi une connaissance du travail des arbres par les populations locales. Et ensuite, en dernier, les bois. Alors ça, ce sont les bois taillis dans la forêt au-dessus de l'Arro. Alors ça, c'est ce qui a fait bondir les ingénieurs de l'ONF au XIXe siècle, parce que quand ils ont vu ça, ils ont dit non, c'est impossible, on ne peut pas avoir une forêt comme ça, il faut une forêt avec des fûts, une belle forêt, bien droite. Or là, on avait tout à fait l'inverse. Alors pourquoi est-ce qu'on a l'inverse ? Eh bien parce que ces grandes forêts étaient pâturées, et donc il y avait sans cesse des troupeaux qui passaient à l'intérieur et qui, en abrutissant les sommets des arbres, démultipliaient le nombre de branches, etc. Et puis, il faut imaginer que la personne qui suit le troupeau, eh bien, ramasse son fagot pour faire le bois le soir, pour l'allumer ou autre. Donc, on peut imaginer une vie comme ça. Voilà. Donc, les micro-paysages des enclos et parcours. Pour terminer sur cette partie-là, si l'on regarde maintenant le paysage, la Rentard, donc, vous avez l'Arro ici, le village. Vous avez le système Atendesh qui se perpétue partout, tout autour. Ici, exposé au nord, vous avez les boisements. Donc ces boisements qui ont été pâturés pendant très longtemps, que je vous ai montré tout à l'heure. Et en face, exposé au sud, vous avez un paysage de landes pâturé actuellement, encore. Ce qui fait que finalement,
entre les deux se situe un troisième milieu que nous allons appeler un écosystème cultivé. Et cet écosystème cultivé, il hérite des deux systèmes. Alors là aussi, normalement, on devrait voir en transparence. Hein. Ah, je suis désolé. Donc, on revient sur les bois ici, on revient sur les pâtures ici, les paysages de landes. Et ce système ici s'appelle un écotone, c'est-à-dire c'est un système à part entière qui hérite des deux milieux adjacents, c'est-à-dire qu'à l'Arro, la concentration de la biodiversité en espèces végétales s'entend et en diversification des milieux se situe plutôt dans la zone d'habitation. Ensuite, bon, je n'ai plus que 5 minutes, très bien. Donc voilà, donc on va essayer de passer, mais on ne pourra pas passer plus longtemps. Je n'arrive plus à le bouger, il est à nouveau coincé. Ah, voilà. Donc l'idée par la suite a été, fort de ces constats que nous avons faits tout au long de la démonstration, c'est de nous dire qu'il y a un lien très fort entre une culture locale et, pour le coup, la biodiversité. Là, on revient à la biodiversité en tant que projet de gouvernance des milieux, hein, en tant que projet politique. Donc, qu'il soit local ou exogène, on peut le réutiliser. Donc, donc voilà. Donc, pour cela... il était intéressant de faire, en tout cas aujourd'hui et ici, faire parler les Larentars sur la représentation, finalement, qu'ils ont eux-mêmes de leur milieu de vie. Et donc, je l'ai par ici. Donc, le fanion de ce jeune danseur Larentar est orné de l'ori et de l'oiseau d'ori. Le texte fourni en mairie, qui accompagne le logo de l'Arro, nous éclaire sur son sens métaphorique. L'oiseau d'ori a été la source d'inspiration de bon nombre de poètes basques, dont un poète paysan de l'Arro, qui a exprimé au XIXe siècle, à travers une de ses chansons, la plénitude de sa vie dans son village natal, situé au milieu des montagnes, ravins, gouffres, pics rocheux et des plus belles forêts. La commune en a tiré son emblème. À la fois symbole de liberté et de paix, cet oiseau représente en chaque Larentar l'attache viscérale à cette montagne, à ce lieu et mode de vie que chaque génération a la charge de perpétuer, à ce nid qu'il ne peut jamais oublier. Donc ce que l'on voit, c'est qu'il y a d'abord une forte, dans la représentation qu'ils ont, une forte territorialisation, on est bien sur un territoire donné, et puis une forte identité qui se dégage aussi de ce système Atendèche, puisque ce sont bien des Atendèches dont on parle. Donc il n'en faut pas plus pour nous pour parler de communauté, c'est-à-dire un territoire, une unité sociale et une économie partiellement fermée. Si l'on regarde la lutte collective, elle a été toujours, non pas de repousser l'intrus, mais de garder la gouvernance, c'est-à-dire de garder le pouvoir sur ces terres. Ce qui veut dire que dans la construction, la représentation du monde des Larentars, on pourrait dire que le premier procès pour avoir accès librement aux estives, c'est-à-dire à contrôler l'économie de la maison par l'économie collective, on pourrait dire. Donc, le premier procès date de 1487. Il est rapporté par une sentence arbitrale entre la communauté et les abbés qui détiennent l'estive, et il trouvera sa fin, en quelque sorte, en 1992, donc lorsque l'Arro finit par retrouver, excusez-moi du peu, mais je pense qu'il y a 1200 hectares donc, de terres communales. Donc vous voyez qu'on parlait tout à l'heure de résilience. La résilience, si on l'aborde au niveau des sociétés, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'une communauté n'oublie pas. C'est quelque chose qui est récurrent, qui revient, et donc elle n'a d'idée et de cesse que de revenir à un état, non pas initial,
On n'est pas au XVIe siècle, mais en tout cas à un état confortable pour qu'elle puisse perdurer. Enfin, je vais terminer par là. Donc, la diversité biologique, c'est l'expression d'un patrimoine immatériel, c'est-à-dire d'un système de transmission. Et donc, à partir de là, on voit quelles sont les pratiques qui nous ont les plus intéressés, on va dire. La première, en haut, c'est Botu Shohoka. Alors, Botu Shohoka, ça consiste à la sortie de l'hiver, disons juste après les premiers frimas, c'est de conduire son troupeau de plus en plus haut, c'est-à-dire d'abord dans les terres, les landes, etc., puis au fur et à mesure que la neige recule, que la montagne se découvre, de les amener au niveau des caillolards. Le troupeau est conduit de cette façon, il part le matin, quelqu'un l'accompagne, il s'en va en haut et il redescend. Jusqu'au moment où les bêtes ne vont plus vouloir redescendre, ce qui est le signal pour l'éleveur de dire hop, on va s'intéresser à l'estive et au caillolard. On verra. Ensuite, nous avons Erekinka, c'est-à-dire mettre le feu aux landes. Et c'est bien dans cette terminologie qu'il faut le prendre. C'est-à-dire que du fait de leur position à Tindèche, au pied de la montagne, cette société, cette communauté, a toujours été sollicitée pour s'occuper du feu. On le voit sur les écrits, sur les paroles, et puis aussi dans la mémoire des gens, c'est-à-dire qu'ils sont les spécialistes du feu. Ce qu'il y a, c'était un feu sans contrainte. C'est un feu qui est dirigé en fonction du temps qui se fait, notamment du recul de la neige, des protections qu'il faut avoir. Bien, je passe, peut-être qu'il y aura des questions à ce niveau-là. Ensuite, il y a Siralua, c'est-à-dire l'enclos. Pour vivre dans ces conditions et à cette altitude, au milieu des troupeaux transhumants et des troupeaux des voisins qui passent, il faut s'enclore. Donc pour s'enclore, ce sont des haies, et donc c'est tout un ensemble de haies vives tressées, et donc il y a un savoir-faire de la haie tressée, qui en fonction des altitudes et des lieux où elles sont établies, eh bien ce seront soit des hêtres, soit du frêne, soit du noisetier, soit de l'aubépine. Dans la haie autour de la maison est structurée pour résister au feu. C'est-à-dire qu'il y a toujours des pieds de houx qui sont établis par-ci, par-là, parce que vous savez que le houx a une feuille vernissée, donc il permet de résister aux flammes, et quand les flammes s'approchent de l'enclos, eh bien on fait comme tout le monde fait, on tape sur le feu pour qu'il s'arrête. Bien. Et ensuite, la dernière pratique, c'est la pratique de Shendatu. On peut dire que c'est le soin, se soigner, mais c'est aussi prendre soin de son environnement. L'exemple ici, bien sûr c'est un peu petit, mais enfin, ici vous avez un cône comme un entonnoir, c'est une tête de bassin versant qui reçoit toutes les eaux. Comme c'est une terre riche, puisque ça colluvionne, il y a un sol profond, eh bien, il y a effectivement un pré, un seau, qui est mis là, et qui est entouré par un système de haies et de petits boisements. Ensuite, il y a une zone de transfert, c'est-à-dire l'eau qui s'écoule ici, elle se réunit au bas de ce collecteur, où elle est déjà passablement assagie, et ensuite il y a ici donc la zone de transfert où l'on voit, là la photo le montre un peu moins, mais les pentes sont soutenues aussi par tout un ensemble d'arbres qui sont laissés là, on les laisse pousser. Ce sont plutôt des arbustes, quand ils sont trop grands, ils sont enlevés. Et ensuite, on ne le voit pas malheureusement, mais en bas, eh bien, tous les matériaux pris en haut se retrouvent en bas, c'est ce qu'on appelle un colluvionnement. Et donc sur ces zones de colluvionnement, systématiquement, se trouve une grange. Ce qui veut dire qu'il y a une maîtrise de l'eau et une construction par rapport à l'eau qui est assez étonnante. Et ce qui rejoint un peu ce que je disais au départ, nous avons plus à apprendre que nous à donner de ce point de vue-là. Maintenant, le dernier point. Alors c'est une réflexion, c'est plus une réflexion qu'une conclusion. C'est donc entre utilité et bien commun, la nature et l'épreuve de la société. Alors l'utilité, c'est ce que nous avons vu tout le long. Qu'est-ce que l'utilité? C'est pour le paysan, c'est le couplage entre l'usage des ressources
d'un écosystème et une culture. La culture étant une référence collective à des règles, à des savoirs et à des pratiques. Si nous mettons les trois, nous avons une culture locale, et c'est elle qui maintient l'écosystème, et donc la biodiversité. Donc c'est le couplage des deux, c'est pour ça que nous avons choisi de l'appeler utilité. Le bien commun, c'est parce que la question qui se pose, c'est actuellement dans nos sociétés, le bien commun de qui? Est-ce que la biodiversité est un lieu localisé, avec une agriculture et une paysannerie locale qui décident de sa propre structuration et de son propre développement, ou est-ce que c'est remplir à des objectifs uniquement, on va dire, économiques, et donc à une échelle beaucoup plus grande? C'est-à-dire, grosso modo, est-ce qu'il faut continuer à aller, je pense bien que non, hein, ça c'est mon point de vue, je le dis quand même, vers une agriculture entrepreneuriale, c'est-à-dire industrielle, ou est-ce qu'il faut revenir à une agriculture ou maintenir une agriculture paysanne, y compris en montagne? Là, j'aurais tendance à le croire pour maintenir cette biodiversité, mais ça veut dire changer de pouvoir. Voilà, donc il y a 4 idées, je ne sais pas si vous voulez, je vous laisse les lire, c'est peut-être mieux, comme ça je finis dans les temps. Oui? Je les lis? Non. Bon, allez, pour ceux qui sont loin, hein. Je le fais alors. L'idée de nature en tant que construction idéale, c'est-à-dire pensée, s'impose au territoire. La biodiversité est un projet politique et un projet sociétal, donc d'aménagement, comme je le disais. Les nouvelles règles qui s'appliquent aux écosystèmes depuis l'interdit, ça va de l'interdit total de certaines zones, au multi-usage et à la patrimonialisation, modifient les gouvernances. C'est-à-dire qu'on se pose la question de qui gouverne? Qui dirige chez soi, finalement? Bon, alors est-ce souhaitable? C'est la question. Ensuite, la marchandisation de la nature se fait au travers des permis négociables et de la construction de réserves d'actifs naturels. C'est ce que l'on voit de plus en plus. Par exemple, quand les ASF décident de passer de 4 voies à 6 voies, eh bien, ils vont détruire une partie des biotopes, c'est-à-dire de l'habitat pour certaines espèces. Et donc, à partir de ce moment-là, ils vont donner une aide, ils vont donner, comment dire, une subvention, ils vont donner un financement à un organisme qui est en charge de protection de la biodiversité. Donc c'est une autorisation à détruire, d'une certaine façon. Donc ça pose cette question. Donc voulons-nous rentrer la biodiversité dans la marchandisation de la nature? Est-ce que c'est ça notre souhait? Ensuite, la référence collective à des règles, des usages, des pratiques. Ça forme le ciment culturel des micro-communautés locales, paysannes et rurales. La biodiversité est d'origine ethnographique. Ce que nous constatons, c'est le travail des hommes dans ces montagnes. Vouloir protéger la biodiversité, c'est aussi favoriser l'ethnodiversité. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on est à même d'accepter dans nos sociétés un ensemble de collages, de communautés qui pourraient vivre pacifiquement? Mais est-ce que ça peut voisiner avec un projet sociétal beaucoup plus global? C'est une question. Donc en avons-nous envie? Et ensuite, faut-il réapprendre la communauté comme force positive de construction sociétale, organisée autour de ses valeurs, solidarité, entraide, altruisme et production de qualité? Donc c'est aussi, est-ce que nous voulons passer à cette société, auquel cas il faut peut-être repenser une vie communautaire. Voilà, c'est un peu ce que nous avons appris de la biodiversité. Merci. Bon, merci à Philippe et à Dominique. On va prendre quelques instants pour poser des questions, faire des commentaires, dès qu'on aura trouvé un micro-baladeur. Y a-t-il des commentaires sur Badia Reinterrik hemen, ez dakit? Zerbait erran nahi din Reinterrik? Y a-t-il des...
Je me lance pour la première. Sur le site de Solagro, dans les prérogatives en faveur adressées aux agriculteurs, vous faisiez une distinction entre l'agroforesterie et l'arboriculture, ou bien la mise en place d'arbres dans les cultures ou dans les prairies. Je ne sais pas quelle est la différence et pourquoi encourager plutôt l'agroforesterie et pas l'autre. Enfin, bon, c'est un peu technique, mais enfin, c'est une question dont je m'étais dit que je devais vous la poser. Voilà. Ouais, c'est un peu une question de sémantique, hein. C'est vrai que l'agroforesterie est un terme beaucoup plus récent, quoi, qui a trouvé son expression depuis quelques années en France. Moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé le terme de bocage, hein. Donc, voilà, chacun porte aussi une certaine image, une certaine représentation. La plus grande surface en agroforesterie en France, c'est les prés vergers. Il y a 150 000 hectares. Il y a à peine quelques milliers d'hectares en agroforesterie, tel que ça a été initié par les travaux de recherche de l'INRA de Montpellier, donc des arbres plantés au milieu des cultures, en général alignés. Voilà, ce qui est important au-delà des termes, c'est est-ce qu'on va être capable de réimplanter de l'arbre dans le paysage agricole, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a toute une dynamique avec la plantation de haies qui malheureusement aujourd'hui ne compense pas celle qu'on arrache, hein. On a des données assez précises là-dessus. Et puis c'est vrai que la haie est beaucoup liée à l'élevage, donc c'est aussi un des facteurs de réduction. Et puis bon, là il y a quelque chose de plus moderne qui est d'implanter, donc ça c'est une nouvelle pratique, on va dire, d'implanter des arbres dans les cultures, en gros avec des rangées tous les 20 mètres, donc de quoi laisser passer les engins agricoles, donc plutôt inféodés aux grandes cultures. Enfin en tout cas c'est comme ça que c'est porté aujourd'hui, pas tellement en lien avec l'élevage, on va dire. Ce qui peut être intéressant parce que dans les zones de grande culture, c'est là où il y a le moins d'arbres. Voilà. Mais on en parle beaucoup, mais au final, il n'y a pas non plus tant de plantations que ça, quoi. Voilà. Mais l'important, c'est... il y a eu déjà des freins administratifs avec la PAC, etc. L'important aujourd'hui, c'est peut-être de trouver des nouvelles formes à la fois d'usage du bocage existant et de réimplantation d'arbres pour répondre à une nouvelle demande. Donc c'est vrai que par exemple le bocage se modernise aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avant on faisait du bois, on faisait des bûches, maintenant on fait aussi des plaquettes, donc on a des chaufferies avec des plaquettes de bois, donc c'est une certaine changement de pratique. Voilà. Après l'agroforesterie, l'idée aussi c'est d'être capable de faire du bois d'œuvre. Est-ce qu'on va y réussir dans 10 ou 20 ans, parce que les plantations sont assez récentes, on ne sait pas encore. Voilà, donc il y a ce qui est important finalement, c'est de trouver une nouvelle forme pour que le paysan accueille l'arbre dans son système agricole, quoi. Voilà. Alors, vous disiez qu'il fallait aujourd'hui se diriger de plus en plus vers un régime végétarien ou orienté vers des races rustiques qui sont élevées un peu comme à l'époque, et qu'il faudrait aussi diminuer la viande. Mais est-ce que si on diminue la viande, le grand public ne va pas se poser la question de complètement arrêter la viande et l'oblitérer, comme ce qui peut être proposé aujourd'hui, et de ce fait ouvrir une sorte de boulevard aux productions végétales, mais pas forcément... Enfin, comment orienter en fait ces productions végétales vers celles qu'on voudrait, type les associations de culture, et que ce ne soit pas les industriels qui s'engagent dans cette autoroute, et que du coup, on arrive, par un régime végétarien, au final, à un appauvrissement encore plus grave de nos territoires. C'est vrai qu'il y a un vrai débat sur ce sujet qui se nourrit aujourd'hui, puisque les gens en parlent de plus en plus, hein. C'est quand même nous, ce qu'on a montré, c'est vrai que c'était l'impact quand même... en termes de gaz à effet de serre, mais aussi d'occupation de l'espace. Mais voilà, la question va se poser, c'est que si on veut, diminuer la production et la consommation, c'est dans quelle région, dans quel système ça va se faire, quoi.
Et la question, c'est est-ce qu'on va être capable d'expliquer aux consommateurs que c'est pas pareil d'avoir du lait qui est produit à partir de l'herbe que du lait qui est produit qu'avec du maïs en silage et du Chosa OGM d'Argentine ou du Brésil, et comment il peut le différencier. Idem pour les productions de porc et de volaille, quoi. 70% des œufs sont faits en cage, avec des aliments importés pour une partie, en tout cas au moins pour le soja. Le porc, 60% est fait dans des élevages de plus de 20 000 porcs. Donc la question, c'est comment on éduque le consommateur à différencier ces modes de production qui n'ont rien à voir. Donc en gros, certains qui sont quasiment hors sol, hein, parce que quand on nourrit ces vaches avec du maïs et du soja, on est quasiment sur du hors sol, quoi. Déjà en partie. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu pour que les gens soient capables de comprendre les systèmes qu'il y a derrière. Et de différencier dans leur achat le mode de production, parce que les industriels, ils savent aussi jouer sur le marketing. Je me rappelle des affiches dans le métro à Paris sur le porc. On était capable de faire croire que le porc était nourri à l'herbe, quoi. Il y avait une affiche où on voyait l'herbe devant le jambon, quoi. Donc c'est vrai que là il y a un challenge à expliquer tout ça. Nous on écrit des articles, on essaye de se dépatouiller là-dedans. On a été confronté à L214 il n'y a pas longtemps. C'est vrai que là, moi, j'ai plus de points communs avec eux, quoi. Puisque eux, ils ne veulent plus d'éleveurs. Ils veulent plus d'animaux, plus d'éleveurs, quoi. Donc c'est clair et net. Donc nous, le scénario qu'on propose, c'est en gros, on réduit pas les surfaces de prix naturels en France, hein. Donc on réduit l'élevage intensif et on rediversifie. On redéploie des productions végétales, notamment les légumineuses, les fruits et les légumes dont on importe pas mal de production. Voilà, mais c'est vrai que pour faire expliquer aux gens que ça, c'est pas si simple que ça, je suis d'accord. Et que, comment dire, nous, au niveau du modèle agronomique, on n'a pas non plus la solution. Là, on a montré l'impact par exemple, de l'élevage ou de la prairie sur la biodiversité, mais même dans les systèmes de grandes cultures biologiques, tous les producteurs, ils ont de la luzerne. Dans la rotation, la luzerne est une plante vraiment pratique parce qu'elle amène de l'azote, parce qu'elle nettoie le terrain, etc. Et la luzerne est consommée par des animaux, quoi. Donc je ne parle pas non plus d'attraction animale. Donc le modèle qu'on a, nous, établi dans notre scénario, on réduit l'élevage intensif, mais on ne fait pas disparaître l'élevage, parce que moi, je ne sais pas, en montagne, j'ai pas d'alternative à part boiser, quoi. Donc, et puis derrière, il y a quand même toute la gastronomie, toute la tradition qu'on a. Donc, pour l'instant, on n'est pas sur ce scénario tout végétal, quoi. C'est pas c'est pas dans notre scénario du tout, quoi. Après, moi, je sais pas en 2100 où on en sera, mais voilà. Donc là, il y a déjà un chemin à parcourir parce que comment dire, l'élevage intensif, il impacte à la fois les autres élevages, il impacte l'environnement fortement. Donc là, il y a quand même une nécessité de changer de braquet, de faire changer la recherche aussi, parce que quand vous écoutez la recherche, ils sont encore sur les mêmes schémas, quoi. Voilà, d'augmenter la production laitière par vache, etc. Enfin, sur la Holstein. Et donc, là, il faut qu'on arrive à fissurer dans la recherche, dans l'esprit des gens, etc. Et que un certain type d'élevage, comme on l'a montré tout à l'heure, de pastoralisme ou autre, conserve son image réelle telle qu'elle est. Et l'important, c'est de se focaliser sur l'élevage intensif qui lui, n'apporte pas grand-chose ni à la biodiversité, ni au paysage, ni en termes de santé publique, quoi. Non, juste pour te demander, Philippe, et encore toi, tu nous as beaucoup parlé de transition agricole nécessaire. Il y a actuellement, vu d'ici, puisqu'on est très loin de Paris, une opportunité extraordinaire qui sont les états généraux de l'agriculture et de l'alimentation. Est-ce vraiment par là qu'on va arriver à révolutionner et à faire bondir la transition nécessaire? Quel est ton point de vue? Bon, alors,
à Solagro, on n'était pas invité directement. On est participé à 2 ateliers. Un où c'est Greenpeace qui nous a laissé sa place. Et moi, je suis à l'atelier 11 sur l'alimentation durable, où c'est Génération Future qui nous a laissé sa place. Là, on en est à 5 réunions. Il y en aura 7 en tout. Il en reste 2. On n'est pas encore arrivé aux propositions. Donc, je ne sais pas s'il faut analyser ça, la méthode Macron de dire, voilà, on fait de la concertation et puis après, je décide. Ou est-ce qu'on fait la concertation et je tiens compte des propositions qui sont faites, quoi. Donc là, nous, on y a investi parce qu'on pouvait difficilement, on a discuté, parce que c'est beaucoup d'énergie, hein, c'est beaucoup de réunions, donc c'est vrai que ça vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ça mobilise aussi tous les ministères pour faire des comptes rendus, organiser ces réunions, etc. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de monde, il y a une 60aine de personnes par atelier, donc on peut espérer qu'il en sortira quelque chose, mais la chose positive qu'on voit déjà, c'est que ça oblige à beaucoup de concertation entre les organisations qui sont présentes. Donc il y a beaucoup d'échanges, de points de vue échangés, donc on va vers des sortes de plateformes communes. Voilà, donc ça c'est déjà un plus. Après, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas dire. Et puis, la question, c'est que même s'il y avait une décision qui était prise, comme ça a été pris au Grenelle de l'environnement, il y avait des décisions intéressantes, on va dire. Il y avait Ecophyto de réduire de 50% les pesticides en 2018, c'est-à-dire demain, et là, en 2018, on va être à plus 20%, quoi. Donc, c'est pas parce que aussi on a pris une décision, même dans la loi, qui va être appliquée, quoi. Donc, de toute façon, il ne faut rien lâcher à tous les niveaux. Je discutais avec tout à l'heure là, sur les semences paysannes. Il y a un rapport qui est sorti, là, c'est une nouvelle technologie qui vont contourner l'OGM classique. Voilà, et ils ont présenté leur rapport, enfin la présidente, à ces réunions-là. Donc on voit qu'il y a du lobbying, on voit que... et moi, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas du tout savoir ce qui va sortir de là, puisqu'aujourd'hui, il y aura 7 réunions, on en a fait 5, et on n'a toujours pas discuté des propositions qui allaient sortir. Il ne reste plus que 2. Tout va se jouer dans la dernière réunion, quoi, au final, de voir quel genre de consensus peut sortir de là. Et puis après, comment ça va être repris éventuellement dans la loi. Voilà, donc pour moi, c'est un peu trop tôt pour... Après, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une écoute, quoi. C'est-à-dire que les gens qui ont mis à la tête de ces ateliers, t'as l'impression d'être écouté, quoi. C'est l'impression que ça donne. Les comptes rendus sont assez fidèles. Voilà, la question, c'est qu'est-ce qui restera au bout de tout ça. Donc moi, je pense qu'il faut de toute façon renforcer le local. C'est-à-dire que moi, je crois plus, comme vous le faites aujourd'hui, à des actions sur les territoires, à renforcer comment dire, les chaînes alimentaires sur les territoires, où là, les acteurs sont quand même relativement d'accord sur beaucoup de projets. Et puis après, on va voir au niveau national quel genre de lobbying on peut faire pour arriver à faire évoluer certaines choses. Mais je pense qu'il faudra attendre peut-être la fin de l'année ou début janvier pour voir ce qu'il en sortira, quoi. Oui, juste un peu dans le même sens que Mickaël, mais est-ce que c'est le consommateur qui a la clé? Est-ce que le consommateur est en capacité de changer les choses, ou est-ce que ce n'est pas un problème de politique publique? Est-ce que ce n'est pas les politiques qui ont la clé? Moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu l'élevage pastoral disparaître totalement des plaines du Languedoc. Bon, ici, vous arrivez un petit peu à résister. À l'époque, il y avait à peu près 150 à 200 euros de primes pour le maïs irrigué et 0,0 pour les bergers qui entretenaient l'espace. Et en même temps, c'est quand même le consommateur qui paye la dépollution de l'eau qui est indispensable derrière le maïs irrigué. Et aujourd'hui, on voit que le peu d'aide qu'on avait en zone de montagne pour le pâturage sur des zones embroussaillées est en train de disparaître parce qu'il reste quelques broussailles. Ça, c'est pas le consommateur qui peut changer, c'est que le politique. Donc, est-ce que c'est pas d'abord un message politique qu'il faut faire passer
Ça s'appelle la PAC, ça s'appelle aussi les politiques régionales. Bon, on voit ce qui se passe avec les aides à l'agriculture biologique aujourd'hui. Donc moi, je suis un peu gêné par ce discours qui dit ouais, il faut convaincre le consommateur. Le consommateur, il est convaincu quand on vient avec nos produits sur les marchés, il nous les achète, il n'y a aucun problème. Mais si les politiques publiques nous interdisent de faire ce qu'on fait et qu'on subventionne ceux qui font du maïs irrigué, ben, on ne changera pas grand-chose. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, Guy, mais je pense qu'il faut vraiment agir à tous les niveaux. C'est-à-dire que la PAC, on s'est battu sur la dernière. On voit ce qu'ils nous ont dit, ouais, on va faire du greening, on va faire les paiements verts. Qu'on voit comment c'est mis en œuvre, ça n'a aucun impact, quoi. Donc la prochaine, bon, je ne sais pas encore quand elle va être, parce qu'elle n'est pas fixée. Donc forcément, on essaiera de faire des propositions comme la Confédération paysanne en a fait, etc. Après, moi, je ne suis pas convaincu encore du résultat, quoi. Donc je pense qu'il faut jouer sur tous les tableaux, quoi. C'est-à-dire que c'est évident que le consommateur peut agir, parce qu'on voit bien quand même que sur la bio, dont la consommation explose, en tout cas croît très vite, c'est bien que le consommateur, il est quand même sensibilisé par tout un tas de choses qu'il voit à la télé ou qu'il écoute, et qu'il a envie de changer son mode de production. Donc ça représente, ça augmente, c'est quand même un impact, mais c'est vrai que faut aussi agir avec les politiques locales ou nationales, parce que on a aussi besoin du local. Tu parlais des abattoirs, je veux dire, c'est aussi grâce au financement public qu'on maintient certains abattoirs. Donc la collectivité doit aussi s'impliquer localement, et je pense que là, les gens sont assez convergents quand même. Donc je pense que là, il faut renforcer toutes ces actions là, qui se regroupent maintenant au sein de ce qu'on appelle les plans alimentaires territorialisés, où je trouve que là, c'est quelque chose qui peut avancer assez vite et accélérer cette transformation. Puis après, il faut agir en politique, que ça soit, comme on discutait sur les nouveaux OGM, enfin la réglementation sur les perturbateurs endocriniens, sur le glyphosate, enfin ça, c'est des décisions politiques. Donc, oui, il faut aussi agir là-dessus, hein, c'est sûr. Oui, bonsoir, Francis Poineau, je suis berger transhumant à l'Aro depuis une trentaine d'années. J'aurais deux questions à poser à M. Kutchinev. D'abord, rappeler peut-être pourquoi cette étude a été faite et dans quel contexte elle a été menée, quelles sont les motivations. Et l'autre élément, c'est que je me pose la question, c'est donc si il semble que la réalité de la biodiversité, elle vient du savoir-faire historique et autres des gens, et que l'enjeu c'est la gouvernance des gens sur leur territoire. Est-ce que cette règle-là est un peu universelle dans le temps? Ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres éléments étrangers qui peuvent peser autant ou plus sur la biodiversité de demain? Par exemple, l'une des problématiques moi, qui m'interroge, c'est la collecte du lait dans ce village où, à ce jour, il y a un point de collecte et les paysans doivent porter leur lait si on veut qu'il soit ramassé, alors que les fermes sont désenclavées. Ils font venir des camions, soit de fourrage ou d'aliments de l'extérieur, et que les laiteries ne vont pas les chercher. Et ça va peser beaucoup sur l'avenir de ces exploitations. Parce que dans ces conditions-là, il n'y en a peut-être pas beaucoup qui voudront continuer. Donc je me dis, est-ce que des fois, c'est pas à la fois soit la non-décision des locaux de s'organiser de façon plus forte, ou des éléments extérieurs qui vont plus peser sur l'avenir des exploitations et ce qui en résultera de la biodiversité demain? Bien, merci pour cette question. Je vais essayer de répondre aux trois points. Le premier point touche effectivement à la recherche. Nous avons été sollicités par la communauté de l'Aro, la mairie plus exactement, qui voulait réaliser son document d'objectif, son DOCOB, dans le cadre des mesures agro-environnementales qui allaient être prises à l'échelle de la vallée. Donc il y avait une volonté de ne pas s'inscrire dans une dynamique générale et valléenne dans laquelle la mairie de l'époque se sentait exclue. Donc nous sommes arrivés dans cette
communauté dans une, dans une situation de crise. Nous avons essayé d'inverser le problème. La société, l'adhérence au modèle de société, au modèle agricole de développement, etc., auquel n'échappent pas d'ailleurs les Larentars, hein, ils ne sont pas plus vertueux que les autres, et vous faites bien de le préciser, fait qu'il y a deux espaces. Il y a un espace politique. Cet espace politique est la zone critique et la zone de conflit. C'est là où les gens se déchirent. Et depuis les dernières élections, on pourrait dire que les Larentars se sont bien déchirés entre eux. Et puis ensuite, il y a une zone qui est une zone communautaire. Je prendrai l'exemple du Caillolard du Baron d'Oua, par exemple, où trois familles qui, au demeurant, se sont écartées pour des raisons politiques, se rejoignent. Et quand on pose la question de qu'est-ce qui fait que le modèle tient, puisque là on ne s'engueule pas, au contraire, on s'entraide. Il y a la solidarité, l'entraide qui joue à plein. Eh bien parce qu'on ne touche pas à la chose commune, c'est-à-dire à l'idée de la communauté. Donc il y a deux choses. Donc oui. En ce qui concerne l'étude qui a été faite, elle a duré sur plusieurs années. Elle s'inscrit dans un vaste projet qui était de comprendre la Soule. Donc c'est 15 années passées en Soule, avec une équipe pluridisciplinaire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est un petit... l'idée de commande de l'ARO, il faut la relativiser. Elle est toute petite par rapport à par rapport à l'idée de recherche qui nous a animés depuis 2003. Je me suis un peu égaré sur cette question. L'autre c'était, pardon, tu peux le redire, l'autre c'était... Les facteurs extérieurs, avec... Oui. Alors moi sur la collecte du lait et sur l'organisation à l'intérieur, si tu veux, du système, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est justement dans le côté institutionnel des choses. On n'est pas dans le côté communautaire. C'est pour ça que je dis le regard, il doit changer. C'était ma seule proposition. Après, moi, je n'ai pas de clé. Mais dès qu'il s'agit d'aller chercher des financements pour faire ceci ou cela, de demander des autorisations, de composer avec le monde extérieur, ça devient forcément beaucoup plus compliqué. Et ensuite, il y avait un troisième point. Excuse-moi, je suis un peu fatigué en ce moment. Je te prie de le reprendre. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas aussi une situation de non-décision collective qui va peser beaucoup plus sur l'avenir? Si cette communauté des gens de l'Aro, ensemble, n'arrive pas à avoir des positions communes, par exemple, là, sur cette histoire de la collecte de lait, s'ils ne peuvent pas s'organiser pour imposer que le lait passe dans leur ferme, c'est les autres qui vont leur imposer la situation, quoi. C'est ça qui est assez grave. Et demain, ça va être donc la diminution des exploitations, de leur système d'exploitation, etc. Et c'est vrai qu'actuellement, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des quartiers entiers où il y avait des célibataires. Bon, ils sont beaucoup en relation de famille et autres. C'est devenu pratiquement, en 4-5 exploitations, le prolongement d'une autre exploitation. Oui, tout à fait. Et moi, quand je suis monté il y a 30 ans, tout le monde fauchait que mi-juin, ou pas avant la mi-juin ou fin juin pour faire les foins à l'Aro. Ouais. Maintenant, je monte fin mai, dans ces quartiers-là où il n'y a pas eu de bêtes, ils fauchent au même temps que ceux qui sont d'en bas. Il faut voir la couleur de l'herbe, c'est-à-dire qu'ils ont pris le vicon et l'azote pour faire pousser de l'herbe très vite, et ils font la course comme les exploitations d'en bas. C'est-à-dire qu'au lieu de cultiver leurs particularités et leur façon de vivre avec ce qu'ils savaient faire et la valorisation de leurs prairies, ils sont en train de copier sur les systèmes d'en bas et d'exister d'une certaine façon dans cette course qui, quelque part, va leur mener à la perte et au désert du village. Je suis absolument d'accord avec toi. Ce qui fera sûrement la disparition à terme de cette société Atendèche ou de cette communauté Atendèche, c'est bien ça. C'est bien l'agrégation des exploitations entre elles, parce que comme dans toute communauté, il y a une certaine endogamie, et donc les familles se regroupent entre elles, et donc l'héritier prend plusieurs exploitations, ce qui pose des problèmes, desquels nous débattons sans cesse, puisqu'on arrive maintenant à des excès. Il y a aussi des exploitations
qui vont bientôt être en déshérence faute de transmettre, et le fait communautaire est en ce sens restrictif, parce qu'on en a vu les bons côtés tout à l'heure, c'était le côté de la biodiversité et de l'énodiversité, c'est-à-dire le changement de paradigme que moi je souhaite, c'est-à-dire revenir à une politique locale. Et pour répondre à ce que disait monsieur tout à l'heure au niveau des agriculteurs, qui disaient c'est la faute des consommateurs, je pense qu'il n'y a pas de faute à chercher ni des uns ni des autres, mais en tous les cas, ce que je vois, c'est une nécessité, comme tu le dis, de s'organiser et de voir les producteurs comment est-ce qu'ils s'organisent. Actuellement, à l'Arro, on peut dire qu'on est dans le creux. Et effectivement, ça présume de quoi? Moi, je n'en sais rien. L'industrialisation, moi je l'appelle comme ça, que tu vois, c'est-à-dire un maximum de plus en plus de technicité, de plus en plus d'endettement, de plus en plus d'intensification sur certaines parcelles, puisque c'est ça qui se produit en fin de compte, effectivement, va être contre-productif. Par contre, la focalisation de la communauté actuellement sur la chose venue de l'extérieur, sur la chose exogène, a lieu sur la biodiversité, puisque la biodiversité, en tant que projet politique, encore une fois, va cristalliser les rancœurs et les luttes, puisque vous en parlerez demain, je crois, hein, c'est l'introduction du prédateur, etc., etc. Bon, voilà. Donc c'est un discours que l'on a entendu dans toutes les vallées, il se perpétue là comme ailleurs, je veux dire. Mais là, le discours il va être facile, parce que face à un prédateur qui n'existe pas, qui est potentiel, ça va faire l'unanimité. Et actuellement, les prédateurs présents, que sont les grosses laiteries et les maquignons, là, personne ne dit rien. Oui, moi le pari que je fais, qui serait le mien, en tout cas, ce serait de dire à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne redonne pas, je me répète, hein, pourquoi est-ce qu'on ne redonne pas la gestion totale de son territoire à la communauté et à la laisser s'organiser. On verra, même à titre expérimental. On verra, moi j'y crois. Je ne crois pas que les solutions seront exogènes. Je pense qu'elles viendront des agriculteurs eux-mêmes, par les agriculteurs et par la capacité à s'organiser et surtout à essayer de nouvelles formes d'organisation qui échappent à celles institutionnelles, de l'outil partagé, des CUMA, des technologies, de toutes ces choses que l'on connaît par ailleurs. Bon, je vais vous arrêter, tous, hein, parce que l'heure avance et qu'à 19h était prévue la projection d'un film, La guerre des graines. Il est 19h et quelques poussières. Donc, merci en tout cas, encore à Dominique et à Philippe pour leur intervention.